Alors, cette table ronde est intitulée, j'ai quasiment plus de voix, hein, est intitulée On aime le BIM, j'aime. On va faire un petit tour de table. Alors, on a ici vraiment toute cette table ronde, pour moi, c'est un plaisir de les animer avec Arnaud et Jean-Marie. On a vraiment les experts du sujet français. On va faire un petit tour de table rapidement. Alors, déjà, à ma droite, un monsieur que je connais bien depuis longtemps. Je vais lui passer la parole et puis on va faire un petit circuit. Après, on parlera du sujet. Benjamin. Bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Benjamin Ulrich, donc le patron fondateur d'Intent Technologies. Intent, en 2 mots, c'est une plateforme cloud qui facilite et optimise la gestion des parcs immobiliers en utilisant toutes les données qui viennent des différents prestataires qui interviennent sur ces parcs immobiliers pour répondre à des enjeux sur le pilotage opérationnel de ces actifs et des équipements, de pouvoir répondre à des enjeux réglementaires, de la performance énergétique et de pouvoir aussi améliorer la qualité d'usage de ces bâtiments. Merci. Déjà, merci de nous avoir invités. Donc, Michael Marais, moi, je suis le directeur commercial d'Adonis. Adonis, nous, on est un fabricant d'objets connectés. Et donc, on développe un certain nombre d'objets sur les technologies Sigfox, LoRa et maintenant NB-IoT LTEM qui équipent le bâtiment et qui permettent de remonter les données des capteurs sur les plateformes, dont Intent, puisqu'on est Intent Ready. Super. Merci. Écoutez, enchanté, Stanislas Timouzi, moi je suis le fondateur de BIMdata.io. Donc BIMdata.io, en 2 mots, c'est une brique technologique qui s'intègre dans n'importe quel environnement, qui permet de gérer tous les schémas techniques, c'est-à-dire des formats BIM 3D, mais aussi des formats 2D. Donc on est vraiment concentré et on va s'intégrer dans différents écosystèmes, dont l'écosystème d'Intent. Donc on permet à des acteurs qui ne savent pas quoi faire avec des objets BIM d'aller chercher des usages dans des outils déjà installés et qui vont capter la donnée. Et nous, on va derrière l'afficher, tout simplement. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Azorin, je suis le fondateur de Mainteneurs. Et Mainteneurs, c'est une solution qui se consacre à l'exploitation des bâtiments en utilisant la donnée pour les exploiter de la meilleure manière possible pour délivrer la plus grande valeur aux usagers des bâtiments. Ça permet de ne pas oublier que le bâtiment, il n'a pas été construit juste pour être construit, mais il a été construit finalement pour un usage et que c'est cet usage qui va créer de la valeur dans le bâtiment. Super. Alors, messieurs, maintenant, on va rentrer un peu dans le sujet. J'ai rien prévu, on n'a rien préparé. J'adore ça. Je sais pas, mais moi, en tout cas, j'adore ça. Alors, Michael, pour exploiter et gérer de la donnée, il faut la capter. Comment tu as pu, tout au long de ton expérience professionnelle là, et avec tous tes clients, quelles sont les grandes problématiques de la captation de la donnée? Parce que dans n'importe quel logiciel, dans n'importe quelle plateforme, c'est toujours la même problématique. S'il n'y a pas de data, on ne peut rien faire. Alors, comment vous, avec vos technos que vous développez, et tu peux peut-être un peu plus préciser ce que vous développez, comment vous permettez donc cette captation et cette remontée d'informations de manière aisée? Alors, merci de la question. Déjà, première chose qui est quand même important, c'est que dans le bâtiment, aujourd'hui, il y a énormément de capteurs qui ont été déployés depuis des années, qui sont des capteurs principalement filaires. Au moment où on construit un bâtiment, on met en place ce qu'on imagine avoir besoin et dans la configuration du bâtiment telle qu'elle est, peut-être un peu plus près, désolé. Et après, le bâtiment y vit. Derrière, il y a besoin d'aller rajouter des capteurs, on change les installations et c'est à ce moment-là que nos capteurs deviennent intéressants puisqu'en fait, on développe des capteurs qui sont sans fil, qui ont des grandes portées puisqu'on utilise des technologies bas débit, libres de droit sur les bandes ISM gratuites. Et derrière, ils ont aussi des très longues autonomies de fonctionnement, c'est-à-dire que nos capteurs ils vont pouvoir être déployés pendant 5, 10 ans selon les cas d'usage. Et donc, en fait, l'intérêt de déployer ces capteurs, c'est tout ce qui existait dans le bâtiment, il est là, on le remonte, tout va bien, on le monte dans la GTB existante, dans les plateformes existantes pour le client. Et derrière, on veut rajouter des choses, il y a des choses qui changent. Et donc, c'est intéressant de pouvoir rajouter, quand on a déjà des compteurs qui sont télérelevés, de rajouter du sous-comptage pour savoir
qu'est-ce qui se passe vraiment à tel étage, dans tel ou tel mécanisme de fonctionnement du bâtiment. Pareil, un bâtiment, il va évoluer en termes de surface. On avait, il y a quelques années, beaucoup de bureaux individuels, maintenant des grands open space. On ne va pas suivre la température de la même façon. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre des capteurs qui sont sans fil, aux bons endroits, là où il y a les personnes. Voilà. Et les capteurs à Denis ont une spécificité particulière par rapport à la concurrence? Ah bah, c'est des capteurs Adonis, donc c'est une spécificité. Non, la spécificité, c'est qu'on est vraiment sur des fonctionnements qui sont différents de ce qu'on a en domotique habituellement à la maison. On a quelques capteurs qui vont être équipés avec quelques dizaines de mètres de portée, où on va devoir mettre beaucoup de gateways pour les récupérer. Là, on est sur des capteurs dans des environnements industriels, sur des applications très longue distance, où on va mettre quelques gateways, on va pouvoir équiper un immeuble de 10, 15, 20 étages, si on le positionne bien, si on fait une installation propre, et où on va pouvoir tenir 10 ans d'autonomie. Ça aussi, c'est une grosse caractéristique différente. Super, merci. Alors Benjamin, ta société a environ 11 ans, 12 ans d'existence maintenant. La captation de données a été un problème. Tu as toi-même démarré en faisant de l'IoT, hein, si je me souviens bien. Et maintenant, tu as plus de 200 connecteurs avec les acteurs du marché. Comment s'est développée cette démarche et stratégie de connecteurs, et quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer dans cette captation et ce développement de données, et de captation de données et de développement de données? Alors effectivement, on a fait du chemin, puisque aujourd'hui, Intent, c'est plus de 38 000 bâtiments déployés sur la plateforme. C'est plus de 200 connecteurs raccordés, dont justement Mickaël vient d'exposer le cas d'usage de Adonis. Ils ont d'ailleurs déployé aussi une plateforme qui permet de déployer les objets, de les maintenir, et qui est connectée à Intent, et donc de faciliter la mise en place de ces parcs d'objets connectés. Mais on n'utilise pas que la donnée des objets connectés, parce qu'évidemment, dans les 38 000 bâtiments, on ne parle pas que de bâtiments équipés de capteurs, mais on parle tout simplement de bâtiments qui ont aujourd'hui de l'entretien, de la maintenance, des contrôles réglementaires, des suivis de conso d'énergie avec nos fournisseurs. Et donc, tout l'intérêt d'Intent, c'est d'être capable d'interagir avec tout cet écosystème pour aider à avoir cette vision 360 degrés sur ce qui se passe sur le bâtiment. Et une fois qu'on a dit ça, finalement, on n'a pas résolu le problème. Parce que le problème, ce n'est pas un problème d'outils, c'est un problème de transformation de la manière dont on va gérer les parcs immobiliers. Et aujourd'hui, on se rend compte, avec les 10 années d'expérience qu'on a construit, que 100% des projets clients sur lesquels on s'inscrit, ce sont des projets d'abord de transformation des pratiques métiers sur lesquels on va essayer de faire en sorte que toute cette data, et je pense qu'on y reviendra avec Mainteneurs tout à l'heure, c'est que toute cette data, elle a du sens si on a des gens qui l'utilisent. Et donc, faire en sorte que cette donnée, elle soit utile et utilisée, finalement, c'est le principal défi sur lequel nous, on s'est mis, en se disant, mais comment fait-on pour que cette donnée, dans le quotidien de gens qui sont des experts et des non-experts, on puisse faire utiliser ces données et avoir les retours sur investissement que l'on attend, que ce soit dans sa relation avec les occupants, dans sa relation avec les fournisseurs, ou bien tout simplement dans des enjeux réglementaires pour piloter sa conformité réglementaire. Donc pour faire ça, il y a eu plusieurs secret sauce qu'on peut partager, on les partage souvent. La première, c'est qu'on a décidé d'être une plateforme. Et être une plateforme, c'est pas juste être éditeur, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à parler au client final, qui est bien sûr l'utilisateur, le gestionnaire, le propriétaire, celui qui exploite ses parcs immobiliers, la ville aussi, puisqu'on est présent sur les collectivités. Mais on s'intéresse aussi à tous les partenaires qui peuvent interagir avec cette plateforme, et donc notamment les prestataires de chauffage, d'ascenseurs, multitechniques, etc. Les éditeurs de logiciels, parce que eux sont partie prenante de tous les processus métiers qui sont déployés autour des bâtiments. Donc, on va avoir des CRM dans la relation client, on va retrouver des GMAO sur la partie de la maintenance. Et puis enfin, les solutions connectées, parce que progressivement, depuis 10 ans maintenant, nos clients font usage de données aussi des objets connectés pour pouvoir améliorer encore leur propre efficacité, anticiper des dérives, faire de la maintenance prédictive, etc. etc. Donc nous, on s'est vraiment positionné en plateforme. Et ensuite, on a dit, mais finalement, pour démarrer, on ne va pas attendre que tous les objets connectés soient mis en œuvre. On va déjà essayer de connecter tous les services qui sont déjà autour du bâtiment. Et donc, ce qu'on s'est intéressé à connecter, c'est les dépannages. Donc, tout ce qui va être lié à l'intervention du technicien, la visite préventive d'entretien, le diagnostic réglementaire avec les réserves qui sont notifiées. Et puis, bien sûr,
les objets connectés, à commencer par les capteurs. On a des cas d'usage sur les sondes de température qui permettent de surveiller sur un parc immobilier les consignes de température jour et nuit et donc de déclencher automatiquement la donnée vers le bon prestataire de service. Et là, on a l'exemple aussi d'un retour d'expérience, c'est que pour rendre utile et utiliser cette donnée, il faut la rendre actionnable. Donc il faut savoir quelle décision je suis capable de prendre face à une information. Et donc, dans cette démarche, je vous disais tout à l'heure, on a regardé tous les types d'utilisateurs qu'on pouvait avoir. Et donc, on a eu dans le logement social où on a démarré, des gardiens, des téléopérateurs qui, au quotidien, décrochent leur téléphone ou voient des clients et doivent répondre rapidement à l'information. Donc, on s'est intéressé à avoir un produit qui, depuis son smartphone, permette d'accéder en un clic à l'information, finalement, qui permet de répondre à son client. Et puis, de l'autre côté, on a des gens plus experts qui sont des énergéticiens, des gens qui pilotent les contrats. Et là, on a essayé de travailler à établir en fait un référentiel d'indicateurs qui sont un peu l'analyse standard du marché pour pouvoir piloter sa performance d'exploitation. Et aujourd'hui, on se rend compte avec le temps que ce qui doit changer aujourd'hui, c'est que finalement, on était beaucoup dans le marché à construire des indicateurs et à se poser la question comment les construire, et que maintenant, on n'est plus dans l'ère de comment les construire, c'est comment les utiliser. Et c'est là un des grands défis, c'est que l'humain est ainsi fait. Nous, on essaye de rendre les gestionnaires plus proactifs et donc d'être dans cette proactivité en capacité d'utiliser ces indicateurs pour piloter en partenariat avec ses prestataires les dérives éventuelles qu'il pourrait y avoir pour les anticiper. Voilà, et pas se retrouver à constater finalement l'échec, de parler de pénalité qui est de toute façon un échec pour tout le monde. On pourra y revenir après, j'aurai encore plein de choses à dire, mais voilà, en quelques mots, ce que je pouvais dire. Et après, il y a tout un tas de facteurs clés de succès pour déployer ces projets sur des grands parcs immobiliers, puisqu'aujourd'hui, on est déployé aussi avec des clients qui ont plusieurs dizaines de milliers de bâtiments. Alors, on va en reparler après, effectivement. Sans faire de 3D, tu as fait déjà du BIM depuis longtemps. La 3D amène quelque chose en plus, et là, tu vas pouvoir nous expliquer, toi, comment cette 3D amène une valeur ajoutée à la donnée que Benjamin collecte et gère et structure. À toi, Stanislas. Oui, mais alors ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on a, Benjamin et moi, un parcours d'exploitation-maintenance avant de démarrer dans ces technos. Ce qui fait qu'on a eu un angle très opérationnel, très pragmatique en termes d'usage de la donnée. Le BIM, quand on voit une maquette, et c'est ce qu'on a vu chez nos clients en général, des bailleurs sociaux, beaucoup de publics qui ont été les premiers à démarrer l'expérimentation, il y a un côté très séduisant parce qu'on voit une maquette en 3D, un volume, donc on a envie de l'obtenir, ce modèle. La problématique qui était immédiatement identifiée, c'était de dire il va falloir trouver des usages, parce que la maquette c'est bien beau. Et donc quand on a créé BIM Data, on est parti en pur API dès le démarrage en disant le BIM n'apportera pas les usages, il ira compléter des éléments de données techniques qui vont servir à améliorer les usages. Donc le BIM sert à enrichir de la donnée, mais ne sert pas à trouver des usages spectaculaires. Très souvent, c'est l'erreur qui est faite. On veut tout faire avec le BIM. On veut faire de la réalité augmentée, virtuelle. On a des clients qui ont même fait du blockchain. On peut partir très loin. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les exploitants connaissent mal leur bâtiment. Et pouvoir apporter des données techniques, objectives, mesurées, ça permet de répondre à cette problématique de « je connais mal mon bâtiment et je vais pouvoir retrouver de l'information de surface, d'équipement, etc. » Donc nous, on s'est basé sur deux choses. La première chose, c'était de dire il faut que le BIM, on le maîtrise bien et qu'on puisse l'interfacer. Et ensuite, il faut que l'on puisse traiter les autres formats. Parce qu'un exploitant, en général, il va avoir 5% de ses modèles BIMés. Le reste, c'est du PDF, c'est du DWG, c'est du DXF. Ce sont des versions plans et ce sont aussi des PDF qui vont avoir de la donnée, malgré tout, assez riche. C'est-à-dire de la donnée technique. Un équipement, c'est un PDF qui va être très clair sur telle typologie, telle puissance, etc. Ces données-là, les mettre dans une maquette, c'est compliqué. L'expérience qu'on a avec Intent, elle est vraiment hyper intéressante et on voit bien, on a une traction marché qui est très forte parce qu'elle va répondre dans un premier temps avec Intent qui est vous avez de la donnée fournisseur, on va en faire quelque chose. Donc la fameuse 1D de Benjamin et de ses équipes, c'est une réponse immédiate. Donc la clé de la réussite d'un projet, c'est s'il n'y a pas de modèle, c'est pas grave.
on est déjà en train de s'intégrer à votre écosystème et on remonte de la donnée. Vous avez des données de capteurs, vous avez des données de fournisseurs. Et donc le projet en termes de connaissance du patrimoine et d'usage, parce qu'on a parlé d'ordre de service, on peut parler aussi de contrat, respect de contractualisation. Là, on est très pragmatique opérationnel. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter une donnée qu'on qualifie de froide, c'est-à-dire l'état du bâtiment technique. Et ça, c'est intéressant, mais ça peut ressembler à une armoire à plan si on le laisse de façon complètement autonome. Et c'est surtout ce qu'on veut éviter. L'armoire à plan, c'est facile. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir des outils très techniques. On fait un modèle, on le met sur son serveur et c'est terminé. Le modèle, il est mort. C'est le principe de l'armoire à plan, c'est qu'on fait mourir les modèles qui ne vivent pas. Donc nous, l'interfaçage avec Intent, c'est dire, c'est plus de l'armoire à plan, c'est vraiment de la donnée froide qui devient finalement de la contextualisation de données chaudes, données vivantes de l'exploitant. Super, super. Et toi, alors, merci Stanislas. Et toi, Sébastien, qui est dans l'opérationnel, on dirait, on peut dire, comment tu le ressens par rapport à tes prestations de service et par rapport à tes clients? Comment cette donnée est importante ou pas pour eux? Et comment toi, tu l'utilises dans ton approche professionnelle? Alors, c'est exactement ça. Et pour rebondir, on vient également de l'exploitation. Donc, on voit bien que finalement, on est tous orientés très pragmatiques. Et avoir de la donnée pour avoir de la donnée, finalement, ça ne sert à rien. Bon, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Nous, cette donnée, on va l'utiliser pour exploiter justement les bâtiments. On va se positionner en maîtrise d'ouvrage déléguée, si on peut reprendre des termes un peu anciens et usagés. Disons qu'on va aller exploiter le bâtiment pour le compte de nos clients. Et on va exploiter non seulement le bâtiment, mais on va surtout exploiter l'environnement de travail. Et quand on parle d'environnement de travail, il y a effectivement l'aspect technique du bâtiment, avec tout ce qu'on vient d'entendre sur les plans, sur les installations techniques, sur les dépannages, etc. Mais il y a aussi et surtout la manière dont les gens vivent le bâtiment. Et ça va aussi orienter après la décision sur comment on va exploiter ce bâtiment, les décisions qu'on va prendre sur la manière dont on va faire tel ou tel investissement, sur ce qu'on va aller piloter en énergie, sur ce qu'on va aller regarder, etc. Donc on voit bien que le comportement des gens est aussi une donnée qu'on se doit à un moment d'aller capter. Et cette donnée à capter, on est obligé de la faire finalement en discutant, on est dans un milieu qui est très humain. Et nous, notre job, ça va être de faire le lien finalement entre le bâtiment, qui lui est connecté et donne de la donnée, et l'usager, qui lui va être dans le bâtiment et va utiliser ce bâtiment. Et ça, comment on le fait aujourd'hui? De manière relativement simple. On va aller prendre cette donnée, on va planifier la maintenance avec l'ensemble des prestataires que l'on va avoir, on va le restituer au client, on va capter la donnée par différents moyens, qui peuvent être du coup éventuellement une plateforme Intent, éventuellement des objets connectés. Enfin, notre métier, c'est absolument pas la captation de la donnée. Notre métier, c'est pas forcément la centralisation de cette donnée, mais notre métier, ça va être de transformer cette donnée pour en faire une nouvelle donnée, qui, elle, correspond à l'usage finalement qui est fait du bâtiment. Et quand on parle de construire des KPI, quand on parle d'avoir des SLA, quand on parle de plein de choses, finalement, ça n'a du sens que si on arrive à le rattacher à la réalité de ce que vivent les gens dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a un sujet, c'est que jusque maintenant, on entretenait des bâtiments pour finalement avoir la valeur du bâtiment, du patrimoine, que ce soit la plus élevée possible. Aujourd'hui, on a un sujet qui est arrivé avec le Covid, c'est qu'il faut faire revenir les gens dans le bâtiment. Et les gens vont comparer leur bâtiment, ce qu'ils vivent au travail, avec ce qu'ils vivent chez eux quand ils sont en télétravail. Et finalement, si c'est moins bien d'être dans le bâtiment que d'être à la maison, bah pourquoi revenir? Donc on a tout cet enjeu-là qui est extrêmement social et qu'on doit prendre en compte, en complément de tous les enjeux réglementaires qui sont le socle. Finalement, si on ne respecte pas la réglementation, ça devient compliqué. Et donc on va utiliser toute la donnée qui va arriver de partout. On part du principe, nous, que le meilleur objet connecté dans un bâtiment, c'est l'humain qui l'utilise. Et donc on se doit d'aller capter cette information auprès de l'humain. Et la stocker après pour nous la restituer. Autre sujet sur lequel on travaille énormément, c'est l'aspect légal du sujet. Aujourd'hui, quand vous avez un bâtiment, il y a quand même une obligation à respecter. Et on va aller utiliser des technologies type blockchain pour pouvoir stocker et authentifier la donnée. Demain, vous avez une prestation qui est faite, votre mainteneur, je sais pas, il y a un problème, il y a un départ d'incendie qui se déclenche, vous n'avez plus le bon d'intervention parce qu'il a été fait par une personne de vos équipes qui est partie, c'était sur son ordinateur. Vous voulez le récupérer, vous le demandez au prestataire, vous le récupérez et vous pouvez certifier et avoir l'authentification que c'est exactement le même document que celui qui a été fourni au moment de l'intervention. Donc si jamais il y a un défaut à aller chercher, vous pouvez identifier là où il peut y avoir un problème de manière plus fiable. Super, merci pour info. Je ne sais pas si vous avez entendu ça hier, mais FBLM va présider la commission blockchain de la Fédération française de la blockchain au niveau bâtiment.
Donc c'est un sujet qui nous intéresse au premier plan. Petite question rapidement pour terminer, messieurs. Comment vous voyez l'avenir du BIM-GEM? Vers quelle direction, pas tant technologique qu'usage, le marché devrait aller ou va aller? Je ne sais pas comment on peut dire. Question toujours pas simple à répondre. Moi, ce qu'on sait, et je pense que Stanislas l'a bien illustré, on est aujourd'hui sur des capacités à projeter les projets dès aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir de la 3D, de la 2D pour commencer les projets de BIM, parce qu'on parle d'abord de la data et de l'information. Et donc, je dis à tous les gens qui ont des parcs immobiliers, des équipements, lancez-vous sur ces projets. Ce n'est pas que du logiciel, c'est d'abord des conduites du changement aussi sur ces projets-là. Après, là où on se dirige, c'est que plus on a de contexte, plus on est capable d'avoir du contexte du bâtiment, plus on va être capable d'aider à la gestion immobilière. Vous avez vu les capacités de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avec ChatGPT, puisqu'on en parle beaucoup, mais aussi tout un tas d'outils qui sont déployés d'ailleurs dans l'industrie, mais pas dans le bâtiment. Et donc, on travaille déjà aujourd'hui. Sachez qu'on a un partenariat avec l'IMT Nord-Europe d'ailleurs sur une thèse en cours de recherche qui vise justement à travailler sur toutes les données que l'on peut collecter. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver en fait des méthodes qui vont permettre à nos clients de se benchmarker, d'identifier les zones critiques, mais pas d'un point de vue vertical par métier, mais multimétier. Donc se dire finalement, c'est quoi le top 20, top 10 des bâtiments qui me posent le plus de problèmes en croisant avec d'autres données que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Et pourquoi pas demain de rendre les indicateurs plus accessibles, parce qu'il y a une chose dont je suis convaincu, c'est que dans 5 à 10 ans, on n'aura plus d'indicateurs. Donc tous les efforts qu'on met aujourd'hui à construire des indicateurs, je pense qu'on n'en aura plus parce qu'on aura une approche qui sera beaucoup plus verbeuse, en tout cas, pour pouvoir nous aider à piloter aujourd'hui sans être un hyper expert du bâtiment. C'est aussi un enjeu du marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du savoir, qui partent en retraite. Et donc il va falloir accompagner aussi le fait de garder l'expertise avec en plus des réglementations, des contraintes climatiques qui augmentent et donc sur lesquelles il faudra être encore plus fin dans ces pilotages. Voilà. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Non, mais je vais abonder dans ton sens, Benjamin. C'est que tout ce qui est IA, tout ce qui est intégré des algorithmes dans les capteurs pour limiter le nombre de communications, le nombre de données qu'on charge qui servent à rien parce qu'en fait, ça confirme juste que le fonctionnement est normal par rapport à un fonctionnement anormal. C'est ça qui va nous intéresser, c'est ça qui pour moi est l'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on charge beaucoup de données, on a besoin de créer ces algorithmes pour derrière pouvoir redescendre dans les capteurs les règles qui permettent de détecter juste les moments où on a des défauts et on a des actions. Et quand on va faire ça, on va limiter la taille des bases de données et on va pouvoir redonner du sens aussi à l'humain derrière pour pouvoir choisir de faire telle ou telle action plutôt qu'une autre ou d'être noyé dans trop de données, quoi. Voilà. En tout cas, c'est la vision qui est là. Alors la vision, elle est à long terme. De façon pragmatique, on a les décrets tertiaires, les décrets BACS, on a des sujets de coût de l'énergie. Je pense qu'on a du boulot sur ces déploiements pour nous de capteurs, de plateformes, de remontée de données et d'analyse derrière de ce qu'il y a à faire par rapport à tout ça. Merci. Oui, alors, plus simple, hein, si on doit faire un petit retour en arrière, il y a 4-5 ans encore, il fallait, pour monter typiquement les projets qu'on monte aujourd'hui, il fallait faire des cahiers des charges, il fallait avoir une stratégie BIM, GEM très en place, il fallait chercher des usages. Aujourd'hui, l'écosystème, il s'est complètement structuré. C'est-à-dire qu'on veut demain avoir un exploitant qui va utiliser de la maquette numérique, utiliser des données fournisseurs et derrière intégrer de l'IoT, faire des... Est-ce que ça va mieux? Oui, ouais, ça va beaucoup mieux. Donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, avoir un écosystème en place, ça permet aux acteurs qui veulent déployer du BIM-GEM d'aller très très vite. Ils ne vont pas repayer parce qu'on voit toutes les expérimentations qu'on a pu faire il y a 10 ans en arrière, ça coûtait cher, c'était fastidieux, c'était déceptif. Aujourd'hui, on arrive chez des clients, on est sûr de gagner le premier pas qui est je collecte les données parce qu'on sait se connecter, on sait s'interfacer avec du BIM, on sait s'interfacer avec de l'IoT. Il y a des retours d'expérience sur de l'analyse, clairement. Donc l'écosystème, il est là.
on se parle, on se connecte, et je dirais qu'il est assez facile à déployer. Donc pour moi, on est arrivé à un moment où nous sommes prêts. Pour les clients, c'est plus une expérimentation, c'est vraiment du concret. Oui, et je vais terminer avec le regard de l'usager. Ou pas. Donc, juste pour dire, effectivement, toute cette donnée, elle est géniale. Enfin, je veux dire, il y en a plein, on en capte beaucoup, mais trop de données, tu l'as donnée. Donc, effectivement, il faut être capable de l'analyser, de la restituer et d'en faire quelque chose. Parce que la donnée, elle a de la valeur que si on en fait quelque chose. Et ce que j'imagine bien, en fait, dans le futur, c'est finalement de prendre cette donnée, de savoir la restituer et de l'utiliser pour la mettre au service de l'usager. Ça c'est vraiment, je pense, à le service de la création de valeur. Parce qu'on fait les bâtiments, pas juste pour se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure, mais on les fait finalement avec un but. Et le but étant de servir un collectif, et ce collectif étant à la fois l'entreprise qui est dans le bâtiment et aussi toutes ses parties prenantes. Et donc ça va avoir un effet d'augmenter finalement la capacité des différents acteurs des bâtiments à être à la fois plus efficaces en ciblant mieux et plus efficients en ciblant mieux ce qu'il y a à faire, et également à tout le monde monter en compétence en se détachant, on va dire, d'activités qui sont aujourd'hui faites par des gens sur lesquelles on pourrait faire d'autres choses et travailler différemment en les faisant monter en compétence grâce à ça, en automatisant des tâches qui aujourd'hui sont à faible valeur ajoutée et qui sont faites par des humains. Donc ça a vraiment du sens, et je pense que ça va avoir un effet bénéfique si on le fait bien sur l'ensemble de l'écosystème des acteurs, cette fois-ci de la chaîne, vraiment des sous-traitants et autres, qui eux vont pouvoir monter en compétences et se professionnaliser. Et on va le voir, et je l'espère le voir notamment dans le nettoyage, si on voit ça de manière très large, mais notamment dans le nettoyage, on va pouvoir professionnaliser et monter en compétences sur ces métiers qui aujourd'hui sont assez précaires et sur lesquels on va avoir des formations qui vont être plus avancées et où les gens vont peut-être pouvoir s'épanouir davantage et créer davantage de liens entre les utilisateurs du bâtiment et ceux qui œuvrent pour eux. Voilà. Super, bien écoutez messieurs, c'était un plaisir de vous avoir avec nous à cette table ronde. Tu parlais de collectif, il y a déjà 2 sociétés ici à cette table ronde, 3 qui sont en train de travailler de manière intégrée et interopérabilisant leurs solutions. C'est l'état d'esprit du collectif SBLM. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, c'est un plaisir de vous avoir sur le stand également, et on espère continuer à travailler et à collaborer avec vous pour faire avancer cette industrie, pour le bien de l'industrie et pour notre propre bien, bien évidemment. Ne n'oublions pas le business avant toute chose. Merci, messieurs.